Bon, écoutez, je salue le monde de l'Internet. Mon nom, c'est Mamadou Lamine Ba. Je suis un ancien ministre du régime du président Abdoulaye Wade. Je présente tous mes hommages et toutes mes félicitations à l'ensemble du peuple sénégalais. Comme nous venons de sortir de la fête du 4 avril, c'est l'occasion pour moi de saluer le peuple sénégalais, notre armée nationale, dont mon père faisait partie dans les années 60-70. J'ai été très fier de voir notre armée défiler avec tout le courage qu'on lui connaît. De voir également la jeunesse défiler, la jeunesse des écoles de la banlieue défiler pour honorer notre pays, pour honorer la bravoure des combattants sénégalais d'hier et d'aujourd'hui. Dans un premier temps, pour moi, le défilé, c'est une fête de la nation. C'est une fête de nos braves djambars. Encore une fois, je vais le répéter, vous parlez à un fils d'ancien combattant qui est lui-même fils d'ancien combattant. Mon grand-père était ancien combattant à la Deuxième Guerre mondiale et mon papa, ancien combattant à la guerre d'Algérie et aux indépendances. Il a défilé le 4 avril 1961. Donc, c'est une fête d'abord de l'armée. Je retiens d'abord que nous avons une grande armée, une brave armée, qui a toujours honoré notre peuple. Ensuite, c'est une fête de la liberté. Les Sénégalais, depuis Waldjojo, les Mamadou Dia, les Senghor, se sont mobilisés pour demander l'indépendance de notre pays. Donc c'est une fête de nos grands hommes politiques et nos grands leaders. Mais l'indépendance a démarré bien avant cela. Évidemment, Serigne Touba et bien d'autres ont tenu la dragée haute, se sont battus contre le colonisateur et on est arrivé donc à avoir les valeurs de combativité pour accéder à la souveraineté internationale. Maintenant, le message du président de la République, qui est une ritournelle, qui revient tous les ans, j'avoue que je n'ai pas retenu grand-chose parce que ce sont les mêmes phrases qu'on répète, les mêmes choses qu'on répète. Et souvent, ce sont des messages qui sont confectionnés par les ministres qui envoient chacun un chapitre. J'étais au gouvernement, je sais comment ça marche. En matière de santé, le ministre de la Santé envoie 2 pages, le ministre de la Défense envoie 2 pages, le ministre de l'Éducation envoie 2 pages. On fait la synthèse pour le président qui lit. En général, c'est du coupé-collé et ça se répète tous les ans. Par conséquent, je n'accorde pas trop d'importance au contenu de ce discours. Maintenant, il y a des problèmes qui secouent notre pays, des problèmes démocratiques, des problèmes de développement économique, des problèmes de stabilité sociale avec le front social qui est en ébullition, les syndicats de la santé et de l'enseignement de l'éducation nationale, toutes les difficultés auxquelles les Sénégalais sont confrontés devaient être, je dirais, solutionnées, passez-moi le mot, c'est un peu redondant, devaient trouver des solutions, en tout cas des propositions de solutions dans le discours. Je crois qu'il n'en a pas été ainsi malheureusement. Le chef de l'État semble ne pas avoir mesuré la gravité de l'heure. Les Sénégalais sont très fatigués. Et d'ailleurs, la preuve, beaucoup sont dégoûtés et ont boycotté le défilé. L'engouement populaire que ça a suscité a été noyé dans le dégoût que beaucoup de nos compatriotes ont vis-à-vis de l'actuel régime qui peine à résoudre les problèmes des Sénégalais. Donc on ne retient pas grand-chose, mais la fête était belle parce que notre armée a défilé. Les hommes politiques ont failli, disons, le régime n'a pas certainement répondu aux attentes des Sénégalais. On aurait pu avoir l'occasion de féliciter le président de la République et son gouvernement. Mais je crois que moi, je me contenterai de féliciter notre armée nationale et de féliciter le vaillant peuple sénégalais qui a défilé pour son indépendance. L'indépendance du Sénégal, ce n'est pas l'indépendance de M. Macky Sall et de son gouvernement, c'est pour le peuple sénégalais, c'est une fête du peuple sénégalais et non une fête pour Macky Sall, même s'il est le président de la République. Non, mais ce n'est pas une émission, ça ne l'intéresse pas, certainement. Et puis, si on voulait faire la liste de tout ce qui a été omis, on aurait dit beaucoup de choses. C'est certainement délibéré, ça ne l'intéresse pas. Il veut modifier la Constitution et introduire cette clause de parrainage.
Certainement, le discours d'indépendance n'est pas le lieu pour en parler parce que il veut imposer le parrainage à tous les partis politiques. Le parrainage en tant que tel n'est pas un problème. C'est une attitude démocratique. On peut accepter qu'il y ait un parrainage. Le problème, c'est l'usage qu'il peut en faire et l'opportunité de modifier la Constitution à 10 mois des élections législatives et à 2 ans seulement d'un référendum qui aurait pu prendre en charge ces questions ces changements qu'il veut introduire. Donc, c'est l'opportunité de faire, d'introduire ce parrainage et l'usage qu'il en ferait. Parce que c'est une question de confiance. Les gens n'ont pas confiance, l'opposition n'a pas confiance en Macky Sall et craint qu'il n'utilise ce système de parrainage pour éliminer des candidats, et à juste raison, parce qu'on le dit en Wolof, en bon Wolof, donc à mon avis, il n'a pas besoin de tout ça. Le président n'a pas besoin de tout ça, il peut aller aux élections, laisser un libre arbitrage du peuple sénégalais. S'il mérite leur confiance, il sera reconduit. S'il ne la mérite pas, il va à la retraite comme tout le monde. On n'est pas né pour être président, encore moins pour le demeurer. Oui, ce sont des relations dont je parle avec le sourire. J'ai beau être crispé, mais si vous me demandez sur Wade, tout de suite mon sourire jaillit parce qu'effectivement, je suis un de ses disciples. Il a commis quelques erreurs à la fin de son magistère, mais il a posé les jalons d'un développement pour notre pays. Je le crois fermement et je le remercie pour cela. Mes relations avec lui sont les mêmes que les relations qu'entretenaient Platon et Socrate. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si j'ai pris le livre de Platon, un livre de Platon qui définit les relations entre les deux hommes. Platon était un disciple de Socrate. Et quand, à la fin de sa vie, Socrate a été incompris par les Athémoins et qu'il a été condamné, c'est Socrate qui a redoré son blason. Donc nous, héritiers du libéralisme panafricain de Abdoulaye Wade, notre rôle, c'est aujourd'hui de travailler à réunir la famille libérale, la famille de Abdoulaye Wade, et à redorer le blason du président Wade dans la conscience, mémoire collective des Sénégalais. Parce que le libéralisme est la solution. Donc, nous avons des relations très bonnes. Nous téléphonons de temps en temps. Et quand j'ai l'occasion de lui rendre visite à Paris, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et nous souhaitons que son héritage ne soit pas piétiné et que cet héritage puisse permettre à sa famille de se réunifier et de continuer ce que nous avons déjà fait pour le Sénégal en 10 ans, 12 ans. Je crois que le régime libéral du président Wade, malgré les manquements et quelques errements, a rendu beaucoup de services à notre pays et nous en sommes très fiers. Donc je suis très fier d'être un disciple du président Abdoulaye Wade. Si on met en place ce qu'il faut mettre en place, nous sommes une famille bien hiérarchisée. Abdoulaye Wade était le secrétaire général national. Jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes, Idrissa Seck était son adjoint, était le numéro 2 du parti. Il a tenté sa chance une fois, 2 fois, ça n'a pas réussi, mais c'est quelqu'un qui aurait pu valablement réunir la famille libérale et reprendre le flambeau pour continuer à jouer le rôle qui était le sien et qu'il avait abandonné. Il avait abandonné son rôle, mais s'il est conscient qu'il est le fils aîné et qu'il peut reprendre le flambeau et mettre toute la famille ensemble pour continuer, c'est ça un digne héritier et c'est tout le mal que je lui souhaite, d'être l'héritier, de réunir la famille libérale et d'avancer avec nous. Peut-être après lui, quand il aura un mandat, vous me direz, peut-être je pourrais être candidat, pourquoi pas, pour perpétuer l'œuvre du président Abdoulaye Wade. Karim Wade également pourrait être candidat, mais pour l'instant, je crois, il ferait un bon fils aîné s'il reprenait le flambeau et que nous tous nous mettions avec lui pour continuer l'œuvre du père. Ah oui, tout à fait, nous avons de bonnes relations. Nous nous sommes parlé plusieurs fois. Nous avons même beaucoup travaillé à l'ombre pour clarifier sa situation. J'ai mobilisé l'international libéral en son temps
pour saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, parce que je suis un internationaliste, c'était mon rôle, pour participer un peu à décongestionner sa situation, décanter sa situation. Nous avons travaillé, mais ce n'était pas la peine de le mettre dans les médias. La diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Il a été gracié, il est sorti de prison, il a retrouvé la liberté. Donc nous avons eu à discuter plusieurs fois. Et j'ai entendu récemment qu'il a parlé avec son frère Idrissa Seck, ce qui était le plus difficile, parce que tout le conflit venait déjà de lui et d'Idrissa à l'époque, en 2001-2002. Donc si déjà eux ont pu prendre langue, le reste va suivre. C'est comme un train. Quand la locomotive marche, tirer les wagons, c'est beaucoup plus facile. Oui, je ne me suis pas exprimé jusqu'ici là-dessus, parce que je trouve que c'est un crime abominable que d'enlever des enfants pour en faire je ne sais quoi. Et c'est dommage que les principaux mis en cause sont les hommes politiques. On parle d'hommes politiques qui font des sacrifices et qui avec le paganisme, le charlatanisme, avec les marabouts, enfin marabouts au sens le paganisme du terme, les féticheurs et tout ça pour des raisons politiques. Je trouve ça dommage et ça fait honte d'être un homme politique. Parce qu'à partir du moment où on fustige les hommes politiques, on les accuse, dès qu'on est homme politique, on a honte. Donc j'ai même une sorte de flegme d'en parler. En tout cas, l'État doit prendre ses responsabilités, s'attaquer à ce problème-là, en commençant par les enfants errants, tous ces talibés qui errent dans le pays, qui sont les signes visibles de la pauvreté. Parce que tout ça, c'est des questions de pauvreté. Les enfants errant dans les rues, sans éducation, par milliers, et bien entendu, ils sont en proie à toute forme de perversité et de mal comportement. Donc, je condamne naturellement, fermement cela, et j'appelle l'attention des pouvoirs publics à ne pas seulement se contenter de dire oui, ce sont les politiciens, évidemment, on peut les voir comme facteurs aggravants, mais également, à travers le monde, il y a des dons d'organes. Il y a des dons d'organes. Si vous voyez la liste des personnes qui sont dans certains pays riches de la planète et qui attendent un rein, un poumon, un cœur, quelque part, quand on trouve un peuple africain en bonne santé et errant sans destination, facilement les gens peuvent nous prendre comme des proies pour satisfaire les besoins de la médecine moderne. Tout ça, l'État doit veiller à cela, surveiller notre population parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, des êtres vivants, humains, et nous avons le droit d'être protégés par notre pays. Pour les questions de sécurité maintenant, au-delà de ces enfants, la sécurité routière. Il y a tellement de morts sur les routes, il y a tellement de blessés sur les routes, ça crée tellement d'handicaps. Et les handicaps, ce n'est pas seulement des handicaps physiques, moteurs, visibles, même au plan moral. Des familles se sont disloquées, des carrières d'enfants, élèves se sont détruites parce que leurs parents sont morts dans des accidents ou ont retrouvé un handicap qui ne leur permettait plus de travailler et de subvenir aux besoins des familles. Donc il faut renforcer la sécurité routière. Le ministre des Transports ne doit pas être seulement le ministre de la construction des routes et des ponts. Il doit veiller également à la sécurité routière par une bonne prévention, des permis de conduire aux ayants droit, des véhicules ayant des visites techniques, une formation de tous les chauffeurs qui prennent les véhicules et qui chargent des êtres humains. Tout ça doit être revisité, rééquilibré. Sinon, nous sommes dans un désordre et c'est le peuple sénégalais qui en pâtit. C'est bon d'avoir la liberté, c'est bon d'être un pays souverain et indépendant, mais l'indépendance commence par encadrer les populations, préserver leur santé, leur sécurité et leur dignité.